Nouvelle-Calédonie, actualité. En ce jour de rentrée scolaire, après 2 semaines de vacances, nous sommes retournés à l'école primaire Daniel Mathieu de Boulou-Paris. Il y a quasiment un mois, 51 élèves inscrits à la cantine ont été victimes de problèmes digestifs. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et des analyses ont été effectuées. Les parents d'élèves ont une nouvelle fois été reçus par le maire de la commune. On en parle dans un instant. Un toit tout neuf pour le Faré du lycée d'Okamo. L'association des parents d'élèves du lycée a profité des vacances scolaires pour restaurer ce lien symbolique. Elle a fait appel à une association de Wedjoumel à Lifou pour participer à la rénovation. On le découvre dans cette édition. Cette semaine, nous avons décidé de consacrer un feuilleton lié aux préparatifs de la délégation de la province Nord en vue du 7e Festival des Arts Mélanésiens, prévu à partir du 19 juillet au Vanuatu. Avant de découvrir la résidence en plein travail de création, nous vous proposons de retracer l'histoire de ce festival dans le premier épisode de ce feuilleton. Les parents d'élèves de l'école Daniel Mathieu à Boulou-Paris ont été reçus une nouvelle fois par le maire de la commune aujourd'hui. Les résultats des analyses réalisées par la direction des affaires sanitaires et sociales de la province Sud le jeudi 25 mai dernier privilégient une contamination liée à l'ingestion d'une substance chimique ou toxique lors du déjeuner. Pour rappel, le 25 mai dernier, 51 écoliers ont été victimes de symptômes digestifs après avoir déjeuné à la cantine. Des précisions avec Anissa Toussi. Selon le CIVAP, les conclusions de l'enquête humaine et environnementale réalisée par la DAS sont en faveur d'une contamination liée à l'ingestion d'une substance chimique ou toxique lors du déjeuner. La rapidité d'apparition des symptômes n'est pas cohérente avec une origine bactérienne ou virale. Le CIVAP note également une forte présence de Staphylococcus aureus, un agent bactérien pouvant être à l'origine de la toxi-infection alimentaire collective. Toutefois, les taux relevés sont très insuffisants pour pouvoir être à l'origine des symptômes observés. Après un quart d'heure de discussion, ce sont des parents déconcertés qu'on retrouve à la sortie. On est satisfait, mais on n'est pas rassuré encore parce qu'on n'a pas de solution encore par rapport. Et on est inquiet par rapport aux résultats. Pour nos enfants, pour la sécurité de nos enfants. On ne sait pas s'il y aura encore d'autres problèmes ou pas de problèmes. Il y a des travaux qui ont été faits, et, mis à part l'eau chaude pour l'instant, c'est encore en cours. D'autres résultats d'analyse devraient arriver de métropole dans un mois. Suite à cette rencontre, des parents ne souhaitent toujours pas envoyer leurs enfants au réfectoire. La mairie leur a donc mis à disposition l'ancienne cantine scolaire. Alors on a préparé un sandwich pour le petit, jambon et saucisson, une pomme et une banane et puis une bouteille d'eau et puis du jus pour ce midi. Et après on verra les autres jours comment on va s'organiser pour que les enfants puissent bien manger à la cantine. Là il n'y a même pas 5 enfants pour l'instant. Après il y a beaucoup de parents qui récupèrent et qui rentrent chez eux faire manger leurs enfants. Et après, on les redépose à 12h30. L'APE prévoit de s'organiser pendant un mois en se relayant pour récupérer et faire déjeuner les enfants dont les parents ne souhaitent pas qu'ils mangent à la cantine. Contactée, la mairie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Tandis que nous ignorons toujours s'il s'agit d'une intoxication ou d'un empoisonnement à l'école de Boulou-Paris, à la maternelle des Coccinelles au Mont-d'Or, les élèves ont eux failli ne pas avoir de cantine. Heureusement, une solution a vite été trouvée. Pour rappel, un incendie d'origine criminelle a détruit le bâtiment de restauration dans la nuit du 5 au 6 juin dernier. Le service de cantine a tout de même été assuré pour les enfants ce lundi. La directrice se félicite de la rapidité d'adaptation dont il a fait preuve. Écoutons, là au micro de Anna Mazer-Pirodon. La semaine dernière, notre cantine a brûlé, en partie du moins. Et aujourd'hui, premier jour de la rentrée, de la 3e période, grâce à la réactivité des services de la mairie, tant de la Caisse des écoles que des services techniques de la mairie du Mont-d'Or, on a pu aménager un espace pour pouvoir accueillir les enfants en leur garantissant les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. C'était une salle de classe, donc on l'a débarrassée, on l'a nettoyée, on l'a mise aux normes autant que faire se peut. La mairie a récupéré le matériel qui n'avait pas été trop endommagé par l'incendie. Et tout a été remis en état pour accueillir les enfants de façon à ce qu'il y ait le moins de traumatisme possible.
Finance à présent, on vous le disait la semaine dernière, l'État a jugé le budget propre de la Nouvelle-Calédonie insincère. Il a formulé ses conclusions dans un courrier adressé au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On l'a appris aujourd'hui. Le même jour, il a également avisé le président du conseil d'administration de l'Agence calédonienne de l'énergie, que je cite, « Le budget 2023 de l'ACE, approuvé par votre conseil d'administration le 31 mars dernier, est entaché d'illégalité pour insincérité de ses recettes. » Nous reviendrons plus en détail de ce sujet demain. La toiture du pharet du lycée d'Okamo à Nouméa fait peau neuve. Ce lieu symbolique au sein de l'établissement a pu être rénové grâce à l'initiative de l'association des parents d'élèves et une association de Wedjumel de Lifou venue prêter main forte pendant les vacances. Ce pharet, lieu d'union entre parents d'élèves et corps enseignants, existe depuis une dizaine d'années. Il avait besoin d'être restauré. C'est chose faite, notre journaliste Vanessa Kofi-Kinde a assisté à son inauguration ce matin. Nous vous disons merci pour le chemin que nous accomplissons tous les jours ensemble, pour que nos enfants, ouvrent les yeux et voient le lendemain comme le soleil qui se lève ce matin et qui les amène vers leur avenir. C'est une vie qui est à l'image du Dokamo, quelqu'un qui est inséré dans la société, mais aussi quelqu'un qui est inséré dans son clan, dans sa famille, dans sa tribu, dans sa chefferie. Ce geste préparé par l'équipe pédagogique et les élèves du lycée est pour remercier les parents d'élèves pour la rénovation de la toiture de ce pharet implanté au sein du lycée d'Okamo. Une dizaine d'élèves a également participé à cette construction. Participer à la rénovation de ce pharet est un honneur pour Sipane, car ça lui a permis d'approfondir ses connaissances sur sa construction. J'ai surtout aimé la construction parce que ça m'a permis aussi de plus m'enrichir avec l'aide de nos papas, de nos grands frères qui sont toujours là à nous montrer toutes les différentes manières de faire une casse. Cette rénovation a été réalisée par l'association des parents d'élèves. Ces pailles et ces goélettes viennent tout droit de Lifou. Pour la paille, l'association a également fait appel à une tribu du côté de Boulou-Paris, mais aussi à la commune du Mont-d'Or, plus vers Ploum. Pour le personnel du lycée, il est important de toujours garder un lien avec les parents d'élèves. C'est une participation, un partenariat que l'on fait avec l'association des parents d'élèves pour montrer qu'ils sont partenaires, de la formation des enfants ici à Dokamo. C'est le lieu de la parole, le lieu de la formation, le lieu, où on vient puiser, toute sa culture. Un pharet qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et qui permet aux élèves de perpétuer les échanges et leur rappelle leur tribu. C'est pour se détendre et faire les devoirs et jouer de la musique, se reposer l'après-midi. Ça me fait rappeler de la tribu parce que c'est fabriqué avec les feuilles traditionnelles. Il faudra compter une dizaine d'années avant de changer de nouveau la paille. Pour l'heure, les élèves apprécient leur nouveau pharet, un coin comme à la maison pour réviser, particulièrement pour le baccalauréat qui approche à grands pas. En bref, la ville de Nouméa, avec le concours de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, a débuté une nouvelle campagne de pêche de requins tigres et bulldogs aux abords des plages de Nouméa aujourd'hui. Rappelons que la baignade reste interdite sur l'ensemble des plages, à l'exception de la zone protégée de la baie des Citrons en fonction des horaires d'ouverture. Quant aux activités nautiques sur l'ensemble des plans d'eau de Nouméa ainsi qu'à l'îlot Maître et à l'îlot Canard, elles ne pourront reprendre qu'à la fin de cette nouvelle campagne de pêche, c'est-à-dire au 29 juin prochain. Mais toujours aux risques et périls des usagers, précise le communiqué de la ville de Nouméa. Rebuildim Melanesia Bilong Mi Bilong Fuja Bilong Yumi. Reconstruire ma Mélanésie pour notre destin commun. Un slogan qui donne le ton. C'est la 7e édition du Festival des Arts Mélanésiens qui va se dérouler du 19 au 31 juillet. Le rendez-vous cette année est au Vanuatu. Avant de s'y rendre, la délégation de la province Nord est actuellement en pleine résidence artistique. On en parle dans notre feuilleton de la semaine. Une délégation de plus de 150 personnes représentera la Nouvelle-Calédonie lors de cette rencontre culturelle et artistique. En province Nord, ils sont 30 d'horizons et d'univers différents à représenter les traditions et savoir-faire du pays. Tout au long de la semaine, nous allons les suivre pour avoir le privilège de découvrir un petit peu l'univers qu'ils comptent transporter sur l'île des Fatés. Mais dans ce premier épisode, faisons le point sur l'origine historique de ce grand rendez-vous désormais incontournable pour la Mélanésie, voire le Pacifique Sud.
Valoriser et partager les cultures de la Mélanésie, questionner leur devenir à l'heure de la mondialisation, c'est dans cette directive que le Festival des Arts Mélanésiens a été créé à l'initiative du groupe du Fer de Lance au milieu des années 90. Il rassemble la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, la République de Fidji, Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Organisé tous les 4 ans, le festival met à l'honneur les arts traditionnels et contemporains du bassin mélanésien. C'est en 1998 que le festival s'organise pour la première fois à Honiara, capitale des îles Salomon. Il avait pour thème One People, Many Cultures, une première édition avec l'unité des peuples mélanésiens comme vision. Il s'agit d'un événement itinérant qui se déplacera ensuite sur les autres îles de la Mélanésie avec un thème particulier à chaque édition choisi par le pays hôte. Après Fidji, Vanuatu, il faudra attendre 2010 pour que la Nouvelle-Calédonie accueille la 4e édition du festival après son intégration officielle au Fer de Lance en août 2009. Une 4e édition qui s'est déplacée dans toutes les provinces avec pour thème « Notre identité, elle est devant nous ». Le projet, la vision qu'il y a derrière tout ça, c'est de permettre au pays et aux différents acteurs du pays de pouvoir faire des échanges dans le domaine de la culture, de l'identité en général. Il y a aussi des enjeux importants aujourd'hui. Et donc c'est vrai que la culture fait partie aussi de cette stratégie puisque nous sommes avant tout des peuples de culture et donc vraiment la vision c'est de favoriser les relations que ce soit régionales mais aussi favoriser vraiment cette coopération régionale pour permettre à notre pays de pouvoir s'intégrer de plus en plus dans les pays de la Mélanésie et du Pacifique. Montrer notre culture, notre identité mélanésienne et mieux s'intégrer à la région, c'est dans ce sens que la délégation des artistes du Nord se prépare toute cette semaine pour le festival. Une nouvelle édition marquée par la création et l'innovation. Et demain, dans le 2e épisode, nous nous intéresserons au thème défini cette année et aux innovations dans le processus de création pour raconter une histoire, une identité. À Lifou, en vue de ce 7e Festival des Arts Mélanésiens, la délégation des îles Loyauté s'est réunie ce week-end à la tribu de Kédeigne. Danseurs, tresseurs, sculpteurs et autres artisans ont un objectif, se réunir pour davantage de cohésion et présenter un avant-goût des différentes disciplines artistiques qui seront présentées pendant 10 jours de festival. Voyez ce reportage sans commentaire de Ori Nailolo. Je suis en train de préparer soit une couronne qu'on met sur les cheveux et sur la tête, ou sinon c'est une grande couronne pour mettre sur la taille. En Lifou, ça s'appelle quoi? L'ensemble, c'est Pelipala. On est en train de faire la confection des parures, ça s'appelle les parures de danse. À partir de ce qu'on met sur la tête, c'est-à-dire les chapeaux autour de la taille et puis autour des pieds. Il faut sortir avec notre savoir-faire pour qu'il y ait un atout. Il y a un atout qu'on va démontrer que oui, la culture ici aussi, et puis la Grande Terre, il est toujours vivante. Prête à partir et pour représenter un peu la Calédonie, tout son contenu. Là, je suis en train de coudre une robe végétale. Je suis sur une robe végétale, là, en fibre de cocotier. Je l'appelle l'armure de la guerrière, là. C'est très important parce qu'avant de partir, il faut qu'on se connaisse déjà, nous, d'ici. Nous sommes tous de Lifou, mais on se connaît spécialement à cause de cet événement-là, mais on ne sait pas la fonction de chacun, ce que chacun fait. Donc cette journée, c'est pour rassembler, bien mieux se connaître avant de partir, pour faire cohésion avec la province sud et la province nord. D'abord, commencer ici à la maison. C'est vrai, il y a encore du temps, bien préparé, mais bon, on a déjà
la volonté. Donc j'ai l'habitude de travailler sur les coutumes, la culture, donc la relation des clans de la terre, la mer, c'est l'autorisation des clans de la terre pour venir chercher le poisson, c'est ça. Je pense que c'est par le biais de ces voyages où ils partent à la rencontre des autres peuples, des autres pays frères de la Mélanésie. Donc c'est une manière aussi pour eux de s'ouvrir, de voir autre chose et puis de montrer toute notre potentialité. Et c'est une manière pour nous de leur dire que leur savoir est primordial pour notre culture et nos traditions, pour qu'elles puissent se perpétuer dans le temps. L'éventail aussi que tu lui as fait, ça c'est le Nagala qui l'a fait. Voilà, les 3 délégations des 3 provinces ont rendez-vous les 15 et 16 juillet prochains au Centre culturel Tibaou et à la Place de la Paix à Nouméa pour un grand filage à la veille du départ. Poursuivons dans l'artisanat. Vous en avez déjà peut-être entendu parler ou vu ou même porté des modèles de Odana Création. Myri Doui en est à l'origine. Cette couturière puise son inspiration dans son métissage kanak et polynésien. Elle a ouvert ses portes à notre journaliste Natacha Ogui, immersion dans son univers. C'est sur son balcon que Myri, couturière à plein temps depuis 3 ans, prépare sa commande. Aujourd'hui, 3 robes doivent être livrées pour 13 heures. Myri coud depuis petite. Après avoir exercé longtemps dans la restauration, en 2020, pendant le confinement, elle reprend la couture. J'avais déjà pris des cours de couture à l'âge de 11 ans. Et c'était mon père qui m'avait payé des cours de couture d'ailleurs que je détestais et que maintenant je le remercie. Et j'ai commencé à m'y mettre à la couture là il y a 2 ans. C'était pour pouvoir aussi subvenir aussi aux besoins de mon fils qui est parti faire ses études en métropole. Le métissage de Myri se fait ressentir dans ses modèles. Son style et ses créations sont particuliers. Papa est des îles Tomoto, ma maman est du Nord. Mes parents vivent là-bas. Puis je suis partie en vacances et puis en revenant, je me suis dit allez, je me lance. C'est comme ça que en fait, j'ai commencé à pas trop faire le style d'ici. Si, Popini au début, oui, mais après, non, j'ai voulu, comment on dit ça, me démarquer, voilà. Alors celui-là, c'est ce modèle-là, le modèle Kofai. Le modèle est basé, cintré ici, avec la broderie. Le dos, je montre. Le dos là qui descend. Et le bas... C'est celui-là qui marche en ce moment. Oui, c'est ce modèle-là. Vendu. Le plus vendu, c'est ce modèle-là. Odana Création, c'est une histoire de famille. Oui, mon mari qui nous aide aussi quand il rentre du travail, quand on a besoin de lui pour aller faire de la teinture, faire des livraisons, ou aussi pour nous aider à faire les motifs surtout. Et ma fille qui est au lycée dans le Nord, elle aussi, pendant les vacances, elle vient, elle nous aide. Et mon fils qui s'occupe de la page. Odana Création utilise beaucoup les réseaux sociaux pour vendre ses modèles. On passe par les réseaux sociaux aussi pour pouvoir vendre les robes. Et la plus grosse partie des ventes qui se fait chez nous, chez Odana Création, c'est plus par les réseaux sociaux. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de clients croient que j'ai un grand magasin alors que non. Je couds sur mon balcon. Il est 13h et Myri livre comme convenu les 3 robes commandées. Aujourd'hui, Myri est une chef d'entreprise épanouie qui vit de sa passion. Un peu de sport avant de clore cette édition. Je vous propose un petit extrait du reportage qui vous attend juste après dans votre rendez-vous sportif de la semaine. Portrait de la championne de France des moins de 19 ans, Phoebe Rocher, kitesurfeuse, qui évolue sur les plans d'eau calédoniens. Demain, elle participera à une étape de la Coupe du Monde Junior Freestyle en Espagne. Michel Pimbé l'a rencontrée. Je m'appelle Phoebe Rocher, j'ai 16 ans et je suis passionnée de kitesurf. Ce que j'aime dans le kitesurf, je pense que ça va être ce sentiment de liberté qu'on a quand on est sur l'eau. On n'a plus aucun souci en tête, on se sent vraiment libre.
C'est sûr que moi je dirais on a le meilleur spot au monde. C'est incroyable les conditions ici, mais c'est sûr que c'est loin de l'Europe, c'est loin des compétitions, c'est loin de tout ce monde du kite qui est très centré en Europe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.